Donc aujourd'hui, c'est un vieux projet avec Adrien. Ça fait à peu près 2 ans qu'on essaie de trouver un rendez-vous. Donc je suis très heureuse de l'accueillir. C'est un honneur pour moi. Adrien est psychologue, Adrien Sommin. Il a son cabinet pas très loin d'ici. On va pas dire où parce que sinon ça va faire annonce publicitaire. Donc, mais il est surtout réalisateur de cinéma et c'est pour ça aussi aujourd'hui que nous nous rencontrons. Donc il va nous présenter un film qui est un essai, on va dire, qui s'appelle Praesentia, et ensuite quelques extraits de films qu'il a réalisés aussi et qui vont nous permettre de comprendre le fil rouge qu'il y a avec Praesentia et aussi les moments de rupture pour peut-être passer à d'autres sujets ou développer certains aspects qu'il trouve intéressants. Donc je vais commencer par l'interview habituelle. Adrien, donc, je vais dire ouzou, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous présenter une biographie sommaire, en tout cas te présenter, pour nous dire d'abord pourquoi de Adrien Sommen tu es passé à Adrien London. Est-ce que c'était un pseudo? Est-ce que ce London, ça avait quelque chose à voir avec justement des éléments biographiques? Alors bonjour à tous et merci pour l'invitation, merci Martine. Et déjà tout d'abord, effectivement, comme tu l'as présenté, j'ai la double casquette en tant que psychologue et puis je fais des films. Et peut-être un premier mot pour commencer, pour toute la gratitude que j'ai par rapport aux personnes qui viennent me voir dans le cadre de mon travail en tant que psychologue, à ses enfants, à ses parents, à ses adultes, et que beaucoup de gratitude parce qu'ils m'apportent beaucoup aussi de pouvoir découvrir ce qui se joue dans les relations, ce qui se joue dans les familles, qui n'est pas toujours facile. Et d'un autre côté, cet espace de créativité que j'ai, qui n'a pas vocation à être destiné aux patients, ou c'est pas dans le but de faire des vidéos thérapeutiques, mais pour autant c'est de montrer dans ces films comment dans les relations humaines il y a des petits conflits, il peut y avoir des interrogations, des dilemmes, avec toujours une volonté d'avoir un espace d'espoir à la fin. Et c'est pour ça que la fin des films, j'essaie de pouvoir ouvrir à d'autres champs possibles et avec de l'espoir. Et sur ce London, pardon. Oui. Alors, sur ce London, en fait, c'est un mail, enfin c'est une année passée à Londres qui a été extrêmement riche pour moi en termes de relations sociales, de découvertes. Voilà, c'était rapidement après la fin de mes études. Et puis voilà, j'ai utilisé London en créant un mail, et puis c'est devenu un peu un pseudo à certains moments. Mais là, je parle vraiment en tant qu'Adrien Sommen pour aujourd'hui. Bon, d'accord. Alors, il y a 3 questions là, qui me viennent. Tes films ne sont pas à destination, dans le but en tout cas d'aider à la cure, mais ils auraient pu être par exemple pédagogiques. C'est-à-dire aider d'autres psychologues à pointer certaines situations. Est-ce que c'est arrivé? Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose souvent quand on écrit le film, où je peux être seul, je peux être aussi avec d'autres personnes. Et la frontière qu'on ne veut pas dépasser, c'est de faire quelque chose de didactique. Et on peut avoir tendance, quand on écrit, par rapport à une situation qui nous touche, à forcer les choses dans les dialogues, dans les situations. Et on se rappelle souvent quand on écrit que le spectateur est intelligent, il peut se faire ses propres idées. Et l'idée, c'est plutôt d'amener les personnes à cheminer en regardant le film, plutôt que de les amener à dire ben voilà comment faire pour aller mieux en quelque sorte. Donc ça reste des films tout public, dans l'objectif. D'accord. Tout à fait. Bon, alors ensuite, une autre question qui me vient, qu'est-ce que c'est qui à un moment donné va t'amener justement de la résolution de conflits ou en tout cas de la thérapie, à prendre la caméra et à te mettre en fait à
à imaginer des scénarios dans le prolongement justement des problèmes que tu as à résoudre enfin, sur le plan professionnel. Qu'est-ce que c'est qui a été l'élément déclencheur? Alors, il y a un univers vraiment ancré dans le réel, dans la thérapie, qui est extrêmement fort et qui est extrêmement lourd aussi par rapport aux situations de vie qui sont apportées en séance. Et je me dis pas, voilà, cette situation qu'on me raconte, j'ai envie d'en faire un film. Ça, très clairement, c'est pas, je n'utilise pas les séances pour écrire une situation, que je raconte une situation qu'on me rapporte. Donc tu es en train de nous dire que l'inspiration vient d'ailleurs. Voilà, elle est extrêmement multiple. Mais peut-être le point de départ, c'est le côté émotionnel, c'est-à-dire quelque chose qui va me toucher, me remuer, et j'ai envie de pouvoir créer quelque chose et sortir justement de ce réel qui est très important et qui est fondamental aussi dans la vie. Mais l'écriture d'un court-métrage de fiction permet justement de s'autoriser beaucoup de choses, à ouvrir des fenêtres, et je trouve mon équilibre aussi là-dedans. Est-ce que ça a à voir avec ton parcours personnel ou ton histoire personnelle? C'est-à-dire des choses qui t'ont particulièrement touché, qui vont entrer en résonance donc avec des émotions ou des discours qui se tiennent dans ton cabinet et qui font que ça va chercher en toi des émotions que tu as envie justement de coucher sur le papier et ensuite de réaliser dans les films. Effectivement, par exemple, le film Presencia, oui. Qui aborde la question de couple. J'ai commencé en tant que thérapeute à accueillir des couples au début de mon activité professionnelle. Et donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Pourquoi j'ai commencé par les couples? Parce que dans mes études de psychologie, il y avait vraiment un ancrage beaucoup sur l'interaction, sur les enjeux sociaux, la résolution de conflits, etc. Et à ce moment où je commence à voir l'idée de ce film, il y a tout ce mouvement juste après le MeToo, hein, donc il y a beaucoup d'écritures qui sortent sur le couple et surtout le conditionnement de genre. Donc c'était un petit peu nouveau. On parlait de la violence dans le couple, la compréhension, la communication, mais de dire que chacun reste à sa place par rapport à son genre, c'était un peu nouveau. Et donc c'est vrai que moi, ça m'a aussi interpellé, moi, comment je me positionne dans mon couple. Est-ce que je suis véritablement Adrien, ou est-ce que je suis porté aussi par ce que représente tout ce que doit être, entre guillemets, un homme, ou comment il doit être. Et donc ça m'a un peu remué, toutes ces lectures que j'ai faites, toutes ces réflexions, et j'avais besoin d'écrire là-dessus. Mais d'écrire pas quelque chose de pesant et de lourd, parce que dans le couple, il peut y avoir des choses très belles, mais des choses aussi d'incompréhension et de silence et de douleur. Je voulais écrire une comédie, pour justement, voilà, déjà... détendre l'atmosphère. Tout à fait, exactement. Bon, est-ce que, alors tu as parlé des retentissements de MeToo, est-ce que par exemple, 2013, qui a été justement l'autorisation du mariage pour tous, ça a eu des retombées dans les cabinets? Alors le mariage pour tous, pour préciser, donc c'est une loi qui permet à les personnes de même sexe de se marier. Avant, il y avait la possibilité de se paxer, encore maintenant, mais là, vraiment d'avoir ce contrat. Et alors moi, j'ai comme... Est-ce que ça a fait une évolution? Alors déjà, moi, mon cabinet, avant 2013, je faisais autre chose. Enfin, j'étais pas forcément en cabinet libéral. Donc j'ai pas forcément vu l'évolution, mais par contre, ce que j'observe, c'est que au fur et à mesure, il y a de plus en plus de parents de même sexe qui viennent me consulter sans que la question de l'homosexualité, par exemple, soit posée. C'est-à-dire qu'ils viennent juste en tant que parents. D'accord. Ça n'a pas introduit des problématiques nouvelles? En tout cas, moi... Ou des formes oui. de réaction
du côté des enfants qui serait différente des parents, enfin, des enfants de parents biologiques ou des enfants de parents hétérosexuels. Donc là, tu n'as pas vu qu'il y ait de grandes différences dans le ressenti, non? Là, on est à la frontière effectivement des questions politiques et puis des questions de psychologie. Moi, je vais rester là en tant que réalisateur et psychologue. En tout cas, des enjeux que je vois au cabinet sur des enfants qui ne vont pas bien, c'est principalement le mode d'interaction avec les enfants, la capacité d'accueillir l'enfant dans sa singularité, de lui donner de l'amour inconditionnel quel que soit son comportement, et quand le comportement va un peu trop loin, d'avoir une réponse ferme et adaptée. Pour moi, c'est vraiment la base. Et souvent, quand des enfants ne vont pas forcément très bien, c'est vers là qu'il faut chercher. Donc la communication qui dysfonctionne, les incompréhensions ou les enjeux de pouvoir dans les relations, c'est les mêmes finalement, quelles que soient les personnes qui sont en présence. Pour toi, les problèmes restent les mêmes en fait. Il n'y a que les acteurs qui changent. Alors dans tes films, justement, tu choisis les acteurs sur quels critères? Le casting, il va se passer comment? Alors un des premiers éléments, on va dire, c'est un contact, une relation de confiance. Avant tout, puisque durant le tournage, on est traversé par le stress, par le timing qu'il faut gérer, et c'est d'avoir quelqu'un qui nous fait confiance et dont on sent qu'il a la capacité à accepter ce cadre-là, qui peut être stressant. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose, et aussi que le sujet l'intéresse. Parce que je crois que si on interprète un rôle et on ne se sent pas à l'aise sur le sujet qui est porté, c'est pas évident d'être naturel. Et ensuite, évidemment, il y a les enjeux après purement de comédien, de jeu, de face caméra, de pouvoir être force aussi de proposition face à la réalisation, mais aussi d'accepter que le réalisateur peut avoir une certaine vision des choses, et que le but c'est pas qu'il y ait une guerre de pouvoir sur le plateau évidemment, mais qu'on puisse partager, échanger et puis à un moment donné avancer. D'accord. Alors les scénarios, c'est toi qui les écris ou tu les choisis à partir de textes qui se sont proposés? Comment ça se passe? Dans les courts-métrages, il n'y a pas eu d'adaptation. Mais le premier, et je trouve que c'est ce qui m'a aidé pour commencer, c'est de partir d'un court-métrage qui m'avait beaucoup parlé et de pouvoir l'adapter dans un autre contexte, une autre histoire, d'autres personnes. Après, au fur et à mesure, je me suis détaché, on va dire, d'influences directes pour partir de ce qui me parlait, de ce qui me touchait. Et dans l'écriture, je peux travailler avec d'autres personnes, et en particulier, quand on parlait de Presencia, sur ces enjeux de conditionnement de genre, pour moi c'était important de ne pas avoir mon biais d'homme pour écrire quelque chose qui allait renforcer peut-être certains stéréotypes. Et donc j'ai pu collaborer avec Éléonore Giral qui m'a apporté ce regard, ce pas de côté, et puis sa capacité à apporter des gags aussi, voilà, en termes d'humour, vraiment extrêmement riche. Et je trouve ça porteur quand on est plusieurs, ça rebondit un peu plus dans la créativité. Alors j'en reviens maintenant au cinéma. Cette envie donc de mettre en scène ce rôle de chef d'orchestre, c'est venu par nécessité ou c'était déjà présent en toi quand tu étais plus jeune ou étudiant? Comment ça s'est passé? Parce que ça ne va pas de soi d'emblée de se sentir apte à devenir réalisateur. Ça suppose de maîtriser quand même beaucoup de domaines du cinéma. Est-ce qu'il y avait par exemple dans ta famille des gens qui t'ont épaulé? Alors c'est vrai que peut-être le côté chef d'orchestre, ça me grandit, ça me fait du bien, pour le dire aussi en souriant, mais il y a une responsabilité qui donne de l'adrénaline aussi. Et puis je crois aussi que j'aime bien apprendre
Donc c'est vrai que quand on est entouré par un groupe de techniciens, ils ont à nous apporter beaucoup sur le son, sur la lumière, sur l'image. Et quand j'ai commencé, je faisais l'écriture, la réalisation, mais j'étais pas à la caméra, j'étais pas au montage, j'étais pas à la lumière. Donc j'ai été progressivement, et heureusement qu'il y avait aussi cette synergie, cette équipe. Alors, le goût pour le cinéma, ça te vient à partir de quel âge à peu près? Parce que j'imagine que d'emblée, tu n'as pas été psychologue. Il y a eu tout un parcours pour ça. Donc, le goût du cinéma, ça arrive en même temps que tes études de psychologie, ou c'était déjà présent bien plus tôt? Alors, je crois que ça a commencé assez tôt, et tu posais la question sur la famille. Pas de personnes dans la famille qui sont réalisateurs ou scénaristes, mais pourtant des personnes qui adorent le cinéma. Et je me souviens, tout petit, je voyais déjà mon père avec une caméra Super 8 qui m'a permis aussi d'avoir dans les mains, faire quelques plans. Et quand on fait quelques plans, quand on a 7 ans ou 8 ans, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ensuite, il y a eu ce caméscope à la maison, je me suis un peu approprié. Autour de 12 ans. Mon oncle, il avait aussi ce goût pour le cinéma avec, voilà, c'était un petit peu par le petit trou de la souris en quelque sorte. Il pouvait intervenir sur des plateaux, alors c'était plutôt Canal+, tout ce qui est le monde de Groland par exemple, donc il pouvait jouer des sketchs ou figurant sur des séries de TF1 par exemple, et quand il nous partageait ces expériences-là, moi ça me captivait en tant qu'enfant, ce monde-là à Paris. Et puis, je reviens aussi au niveau familial, hein. Mes parents ont un goût aussi pour le cinéma, d'aller au cinéma. Je me souviens aussi que mon père m'a amené voir des films assez petits sur des rétrospectives de Charlie Chaplin, et je crois que c'est des chocs aussi esthétiques, formels, aussi qui parlent beaucoup aux enfants quand on regarde Les Temps modernes par exemple. Et là j'étais très jeune aussi, et je pense que ça m'a marqué pour la suite. Alors au-delà des Temps modernes, 2 ou 3 films de référence autres qui te viennent comme ça? Alors effectivement, Les Temps modernes, il y a ce mélange d'humour, d'histoire d'amour, et puis politique par rapport à cette société, court, oui. Voilà, cette société américaine qui est d'histoire. Après, moi je suis très curieux sur les films. Je me rends compte que j'ai pas forcément une grosse culture sur les blockbusters américains, et c'est pas ça forcément qui m'attire, même si je trouve ça spectaculaire. Mais je suis plus attiré par des films intimistes, donc toute la période issue de la nouvelle vague de ces années 60 qui ont voulu montrer finalement des gens ordinaires sans forcément des grandes histoires incroyables, de grands destins. Et ça m'a touché de voir qu'on pouvait raconter une histoire entière avec des personnes qui n'ont pas des destins incroyables. Et je trouvais que c'était extrêmement touchant, respectueux aussi pour ces gens, parce que c'est ce qui constitue la majorité de notre société. Et donc au fur et à mesure, j'ai été attiré par ces films, que ce soit par exemple Emmanuel Mouret, qui est un réalisateur que j'apprécie, puisque on n'est pas sur des trajectoires de vie incroyables, mais il touche sur ce qui se joue dans les relations, sur les sentiments. Alors, as-tu d'autres histoires dans ta jeunesse qui vont participer à ta formation personnelle? D'autres interactions? Alors, il y a des rencontres finalement qui m'ont... Puisque j'ai pas fait d'école de cinéma, mais par contre, j'ai débuté assez jeune, autour d'une dizaine d'années, vers le théâtre, dans un atelier dans ma commune, en Lorraine. Et ça a été des expériences extrêmement fortes de pouvoir incarner des personnages, et des rencontres aussi au sein des camarades de ce cours-là, de cette enseignante. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ça a été des rencontres qui m'ont permis aussi de prendre confiance en moi dans ce domaine-là du théâtre ou du cinéma. Et je pense à aussi une rencontre où j'ai eu une grande chance de pouvoir partir quelques mois aux États-Unis. Et durant ces quelques mois, j'ai pu intégrer une colocation.
Et cette colocatrice américaine était passionnée de cinéma expérimental, et un des premiers jours de la coloc m'a amené sur un de ses tournages de l'autre côté de la baie de San Francisco. Donc c'était un univers aussi un peu incroyable. Déjà rien que d'y aller en voiture, on se croirait dans un film. Et puis quand on se retrouve aussi dans cette maison avec ces gens, ces danseurs, ces musiciens, ça m'a beaucoup touché. Alors, je faisais le café, mais j'étais très content de faire le café à ce moment-là. Est-ce que la musique est un support important dans tes films pour faire passer justement des émotions ou pour mettre en condition le public, ou est-ce que ça te paraît en marge finalement du contenu que tu veux faire passer? Quel est l'impact en fait pour toi de la musique? Alors la musique pour moi elle a vraiment une place fondamentale, surtout dans la fiction. Je m'y attendais. Et j'ai la chance là aussi dans mon entourage des gens passionnés par la musique qui peuvent collaborer au film et au dernier film que j'ai pu faire. Et la question c'est de comment la musique ne va pas forcer les émotions, ne va pas forcer à être triste ou à rigoler, mais à accompagner, en tout cas à trouver sa place. Donc c'est un subtil jeu parce que c'est de jouer aussi avec le rythme des images. Mais pour moi, je suis passionné lors du montage de passer ce temps à se dire à quel moment la musique doit arriver. Là, elle arrive trop tôt. Là, par contre, elle peut trouver sa place et elle peut exister. Et on peut lui donner la place pour qu'elle existe. Et je trouve ça passionnant quand on est en post-production là, pour faire ça. D'accord. Et dans ces cas-là, tu as des collaborateurs qui jouent le jeu et qui te conseillent éventuellement, ou tu es seul? Alors il peut y avoir, je pense à Anne Piffard par exemple, qui est violoncelliste et qui peut faire, on va dire, des univers sonores aussi, et en lui montrant les images, elle peut me dire là effectivement ça me parle, ça, ce que tu m'expliques comme univers, je peux te proposer cette musique. Donc effectivement la collaboration est extrêmement riche, surtout que voilà, il y a cette oreille musicale qui peut apporter aussi en lien avec ceux qui ont cet œil, on va dire, de l'image. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur parce que tu nous parlais tout à l'heure de la baie de San Francisco, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le choix des lieux de tournage? Tu as parlé tout à l'heure de sujets qui étaient abordés d'une façon plus ou moins intimiste. Est-ce que justement le choix de tourner en intérieur ou en extérieur dans des paysages qui vont être symboliques, ça t'a questionné? Comment ça se passe justement pour placer les acteurs, et plutôt dans tel univers peut-être un peu cosy, ou au contraire dans des espaces plus vastes? Ce qui m'avait surpris par exemple à San Francisco qui est une ville de plus en plus bourgeoise maintenant, avec la Silicon Valley, les gros groupes voilà, qu'on connaît là, américains, et on est parti à Oakland. Et Oakland, dans la voiture, on me disait, mais arrivé sur le lieu de tournage, on va très vite dans le lieu parce que c'est dangereux, l'espace public est dangereux. Et quand on arrive dans cette grande maison, on se sent dans un cocon. Surtout ce qui était tourné, c'était l'univers des animaux, une forêt, avec même peut-être un peu de danger, mais il y avait ce contraste entre l'extérieur du lieu de tournage et l'intérieur. Et je trouve que quand on est dans un lieu, de sentir ce qui se joue porte beaucoup ensuite dans ce qu'on va produire. Et sur ce point-là, de mon point de vue, le lieu du tournage, alors c'est ce qu'on voit peut-être d'autant plus à l'image, c'est un personnage aussi. Et ça peut raconter quelque chose. Et si ça produit des actions, ça produit... un des derniers films, par exemple, c'était une mère et une fille dans une caravane toute petite, parce qu'ils étaient en grande difficulté. On pouvait imaginer qu'ils avaient quitté leur logement, et ça change tout de suite la proximité des personnages, l'inconfort des fois de se croiser, de se gêner. Et je trouve que quand
on a un lieu comme ça qui nous permet de raconter quelque chose sans ligne de dialogue, c'est très précieux. Alors maintenant, je vais t'interroger sur le côté... on a parlé de l'espace, donc on va parler du temps. Qu'est-ce qui fait l'ancrage dans telle ou telle période ou dans telle saison ou à tel moment de l'histoire finalement du 21e siècle? Est-ce que ça te questionne aussi le fait de reculer ou d'avancer le curseur, de positionner justement des personnages avec un décor qui va avec et aussi des costumes qui sont plus ou moins adaptés. Est-ce que ça prend du temps, ça, ou est-ce que là aussi tu as des collaborateurs qui te conseillent, ou c'est toi qui choisis tout? Alors les films que j'ai tournés sont pas des films d'époque, donc on est sur des costumes actuels. Mais par contre, quand on est traversé un peu, ce que j'entends un peu dans ta question, c'est l'histoire, les événements d'une société, comment ça évolue et comment on peut être traversé par ça. Oui, et puis je dirais même en termes d'habillement, c'est-à-dire c'est très connoté. Si on vit dans une caravane, on ne vit pas peut-être de la même façon que si on évolue dans un autre espace, toujours au XXIe siècle, mais dans un autre, avec d'autres paramètres et d'autres enjeux socioculturels. Donc là aussi, c'est des choix. Hein. J'imagine que c'est pas par hasard, quoi. Oui, le costume, pareil, il peut raconter quelque chose. Est-ce qu'on veut renforcer le personnage, jouer sur le contraste, sur un dilemme, même si c'est pas du tout ma spécialité, voilà, tout ce qui est costume. Donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a un regard là-dessus et qui est force de proposition. Parce que ça en dit long aussi sur la psychologie du personnage. Enfin, des chaussures à la coiffure, enfin, tout un tas d'éléments peuvent être parlants sans même que la personne ait encore ouvert la bouche. Alors les thématiques abordées dans les films sur le couple, donc préférentiellement, et les conséquences sur le groupe ou sur la famille, sur l'environnement socioculturel ou économique, qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment donné on se dit bon, j'ai envie de parler de ça plutôt que d'autres choses? Alors effectivement, il y a énormément de sujets quand on veut écrire. Et pourquoi aller vers le couple ou vers les relations? Alors moi je trouve que ça touche n'importe qui, ces questions-là. Et je trouve que de faire un film, c'est de pouvoir aussi toucher un public qu'on ne rencontrerait pas ou qui n'est pas forcément dans notre entourage. Et c'est ça qui me touche quand il y a une projection, c'est de voir des personnes de différents univers, de différents horizons. Alors sur ta question, c'était qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt vers les relations, sur ce sujet des relations. Je trouve qu'il y a aussi un enjeu de bien-être, à la fois au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'un collectif de travail, au sein d'une société au sens large, qui est comment vivre ensemble, malgré nos différences, et malgré nos avis contraires et opposés. Et c'est de pouvoir, voilà, comment on lit tout ça, comment on peut s'accepter. Alors dans un couple, normalement on a des centres d'intérêt en commun, on a des valeurs communes, et pour autant, il peut y avoir des choses qui accrochent. Et ça, c'est tout le domaine de la psychologie qui m'intéresse, qui fait que quand l'autre ne va pas répondre à notre texto au bout de quelques minutes, on va sentir qu'on n'est pas forcément, je ne dis pas pour mon couple, mais on va sentir qu'on n'est pas bien, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on se sent abandonné, rejeté, jugé et dans mes films, c'est ça que je trouve touchant, parce que on peut être cadre, on peut être ouvrier, on peut être de droite, on peut être de gauche, et être traversé par ça. Et
c'est de ne pas sous-estimer l'impact sur le bien-être de ces inconforts du quotidien. Alors tu parles d'échanges de textos. Quelle est la classe d'âge que tu vises quand tu tournes des films? C'est-à-dire quel est le public auquel tu t'adresses? Alors c'est un public, on en discutait quand on écrivait Presentia, et finalement on s'est dit mais on veut pas cliver les gens en fait. C'est surtout ça notre ligne de conduite, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de personnage qui va avoir un caractère tellement clivé que les gens, certaines personnes, vont avoir de la colère contre ce personnage. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir de la colère, de l'agacement, mais qu'il y ait des lueurs d'espoir. Et c'est de montrer un petit peu cette complexité. Et sur la question des âges, et merci pour cette question, je trouve que l'idée c'est d'ouvrir un large panel, et le film par exemple L'amour ouf, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, de Gilles Lelouch, c'est un film qui a fait 5 millions à ce jour d'entrées. Il y a un quart du public qui a 12-25 ans, et ça se passe dans les années 80. Et les personnes de 40 ans peuvent, plus âgées ou plus jeunes, mais peuvent aussi se retrouver dans cette histoire-là, dans ce qu'ils ont vécu aussi peut-être à ce moment-là. Et je trouve que ce type de film est vraiment intéressant de toucher plusieurs générations, ce qui permet aux personnes qui ne sont pas dans la même tranche générationnelle de pouvoir se retrouver, échanger, partager. Alors maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. Quelle est la différence justement entre un film d'Adrien Saumin et les multiples vidéos de coachs en ligne qui sont censés résoudre tous nos questionnements concernant les attitudes toxiques, on va dire. Alors en ce moment, il y a des sujets comme ça qui sont très, très à la mode, hein, comme le pervers narcissique, l'évitant, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que psychologue et aussi réalisateur de cinéma? En quoi tu penses que tu peux aller au-delà de ce qui est proposé en ligne à tout public, justement? Oui, effectivement, il y a plein de vidéos. Et YouTube, etc., ont permis justement l'éclosion de nombreux coachs. Et là-dessus, je vais être... Et ça, c'est nouveau en plus, parce ça, que ouais. Il y a quelques années encore, pour arriver à disséquer et à solutionner, bien sûr, vraiment un nœud relationnel, il fallait aller en consultation chez le psychologue, voire chez le psychanalyste. Ça pouvait durer des années d'ailleurs. Alors que maintenant, c'est vrai qu'en ligne, il y a une multitude de coachs qui prétendent aider ou faciliter justement la compréhension de dysfonctionnement ou de ressenti dans le mal-être personnel, et donc apporter un remède en un clic. En plus, leurs interventions ne sont pas très très longues, et il y a plein de personnes justement plus ou moins habiles, plus ou moins informées, plus ou moins formées aussi, qui prétendent justement résoudre tous nos problèmes. Alors toi, comment tu te positionnes maintenant par rapport à ça? Effectivement, plusieurs années avant Presentia, j'ai pu regarder, j'ai pu tomber, regarder des coachs comme ça qui présentaient des techniques en fait pour le relationnel. Alors Love Coach, c'est plus comment maintenir l'amour ou comment rencontrer quelqu'un. Et là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt une chance finalement d'avoir ce type de vidéo,
parce que ça démocratise en tout cas cette question-là. Et on pourrait se dire, voilà, le love coach sur un réseau social, c'est un peu simpliste. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et il schématise un peu les choses. Et en schématisant les choses, ça peut être peut-être un peu dangereux. On pourrait se dire ça. Mais d'un autre côté, d'avoir des techniques, des clés pour des personnes qui ne sont pas à l'aise dans ce domaine-là. Et il y en a beaucoup qui s'interrogent, qui n'ont pas eu forcément une éducation pour être à l'aise dans le relationnel, dans se faire confiance en soi pour aller vers l'autre. Et la rencontre amoureuse, joue un rôle de déclencheur. Tout à fait. Joue un rôle de déclencheur et a besoin comme ingrédient d'avoir cette confiance. Et si une technique peut permettre de casser la glace pour aller vers quelqu'un, pour avoir une première conversation, ou un numéro de téléphone, etc., pourquoi pas? En tout cas, moi je trouve que ça peut vraiment être aidant pour un grand nombre de personnes. Et Presentia montre que comment le coach, à un moment donné, peut, et donc on pousse le curseur un peu plus loin, comment il peut tomber dans son propre piège. C'est-à-dire qu'il va tellement se prendre au jeu qu'il en oublie qu'il est là pour aider. Donc bien sûr qu'on pousse le curseur et on s'amuse, c'est une comédie. Mais à la base, je pense que ça peut être vraiment une aide pour un grand nombre de personnes. Si le coach est en accord avec son besoin de reconnaissance, de pouvoir, et qu'il ne va pas abuser de cette position, s'il est vu, je ne sais pas, par 1 million de personnes, pour satisfaire un ego surdimensionné. Alors, ça peut être très, très agréable d'être vu et écouté, mais ce n'est pas utiliser son auditoire pour alimenter ça. Ou terminer en Cyrano de Bergerac. Par exemple. Bon, alors, justement, est-ce que dans ton cabinet, tu as vu arriver des gens qui avaient été sous l'influence de coach et qui, à un moment donné, se sont dit, bon, je sens les limites quand même de toutes ces vidéos que je regarde, et malgré toutes les fois où j'ai consacré du temps sur mon portable ou sur mon ordinateur à essayer de résoudre mes problèmes, j'y suis pas arrivée, donc je vais voir Adrien Saumin qui lui va personnaliser finalement la relation. Est-ce que tu en as vu arriver comme ça des gens qui étaient finalement perdus par rapport à tout ce panel de choix possibles en ligne, mais qui n'arrivaient toujours pas à résoudre leurs problèmes? Oui, il y a un côté aussi, quand on regarde une vidéo, quand on suit un influenceur ou un coach, on va dire, on se sent reconnu aussi. On se dit, ben voilà, je ne suis pas seul. Là, dans ce qu'il décrit, c'est moi. Et ça me parle et ça m'aide. Et je vois qu'il est suivi par tant de personnes, donc je ne me sens pas isolé. Oui, mais ça peut aussi conduire à l'inverse, à la perte d'identité. C'est-à-dire se dire, oui, mais alors je suis un évitant, mais alors je suis aussi peut-être un anxieux, mais alors je suis peut-être un parano, mais aussi peut-être que finalement ma vraie nature, c'est d'être un petit peu... quelqu'un de maniaco-dépressif, tu vois. Alors à la fin, qui suis-je? Donc là, peut-être que tu en vois comme ça arriver dans ton cabinet en te disant, mais finalement, le mieux c'est peut-être de personnaliser la relation, même la relation thérapeutique. Évidemment, ensuite la thérapie, elle est adaptée. Mais juste sur ce point, c'est que les gens qui viennent, et je pense par exemple au TDAH, qui est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ont difficulté de se concentrer, etc. On papillonne, on ne se pose pas. Voilà, il peut y avoir un certain nombre de vidéos là-dessus, et on peut se sentir s'auto-diagnostiquer finalement avec ces vidéos. Et la plupart du temps, ça aide, et c'est le cas. Et puis dans d'autres cas, c'est pas ça du tout. Et donc, on peut être empêtré dans une croyance qu'on fonctionne d'une certaine manière, qu'on a un certain trouble, ici neurodéveloppemental, et que ce n'est pas le cas. Et dans ces cas-là, on va rester dans nos réflexes, dans nos souffrances aussi. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les gens peuvent consulter aussi. Venir consulter parce qu'ils sont enfermés dans un schéma qui peut être aussi consolidé par la famille qui croit dur comme fer
que c'est bien ça le trouble, et puis en réalité, on passe complètement à côté du sujet, quoi. Et toi, dans ces cas-là, justement, à la fois, j'imagine que tu as un diagnostic, ça conduit à une thérapie, et la thérapie peut aussi englober le couple parental. Alors j'essaie d'éviter. Voilà, j'essaie d'éviter parce que j'aime bien aussi donner l'espace à la première personne qui vient. Si c'est un enfant, l'espace au cabinet c'est pour lui, et c'est lui signifier quelque chose aussi d'important. Je prends en compte ton besoin, on s'occupe de toi. Et si on passe sur une thérapie de ses parents quelques mois après, c'est de lui dire finalement cet espace ici il est interchangeable. Et pour moi, c'est pas le servir cet enfant adulte en devenir, c'est de lui dire voilà, je prends en compte ta demande, et si tes parents ont besoin, je leur conseillerai un autre thérapeute. D'accord. Alors pour en revenir après Esencia, ton message au départ, c'était quoi? Parce qu'après, chacun peut s'approprier le film comme il veut et repartir avec la leçon qu'il en a tirée. Mais toi, en tant que réalisateur, quel était le principal message que tu voulais passer dans ce film? Le principal message, c'est lié à la lecture Inventons l'amour de Mona Chollet, et qui m'a vraiment remué aussi, moi, dans ma manière aussi de me positionner dans le couple. Et en gros, c'était l'idée que les femmes vont tenir un certain rôle dans le couple, et les hommes vont tenir un certain rôle dans le couple, qui est conditionné par certaines croyances qu'on doit avoir. L'homme ne va pas forcément exprimer ses émotions, ses sentiments, montrer qu'il est robuste, qu'il tient sur ses deux jambes, et que la femme, elle est là pour servir le bien commun, la famille, voir si tout se passe bien, et elle peut se permettre d'exprimer aussi ses émotions. Et c'est des conditionnements qu'on peut avoir aussi depuis l'enfance. Et ça ressort au niveau du couple, et quand ça ressort au niveau du couple, ça fait que on n'est pas naturel, on n'est pas soi-même, et on n'est pas dans sa singularité. On joue un rôle. On joue un rôle. Et Presentia, c'est ça, c'est comment on peut être amené à chacun jouer un rôle, et en jouant ce rôle, en croyant qu'on est à sa place, on n'est pas à sa place. Et si en plus on rajoute la couche d'un love coach qui va conseiller un des deux personnes des couples pour renforcer ces stéréotypes ou ces conditionnements, ça fait en sorte qu'on ne va plus du tout se comprendre. Et c'est là que ça va générer ensuite des gags. Ils vont tellement peu se comprendre et de moins en moins se comprendre qu'ils vont finir par se retrouver. Il est bien entendu que tu campes la situation dans le monde occidental, avec les stéréotypes aujourd'hui, maintenant, en Europe. Parce qu'on tournerait le même film en Afrique, ça serait encore autre chose comme enjeu dans le couple. Voilà, enfin je prends l'Afrique, mais ça pourrait être aussi l'Océanie. Bon, je voulais te demander, après justement, les autres films que tu as faits, est-ce qu'ils développent la même thématique? Alors là, je fais l'âne pour avoir du foin, même si je connais la réponse. Et est-ce que tu vas tenter d'approfondir ces thématiques-là, ou est-ce que justement tu diversifies? Quand je pars sur un projet, j'aime bien qu'il y ait quand même une part de nouveauté, et qu'il y a quelque chose qui m'anime, qui me touche dans le sujet. Donc c'est surtout ça qui me guide. Et après, je me rends compte qu'il y a un fil rouge qui est comment, quand on est en interaction, et surtout en interaction proche, que ce soit dans le couple, ou avec son enfant, ou ses enfants, ou avec ses parents, comment on arrive à maintenir le lien et ne pas jouer un rôle, et ne pas essayer d'empiéter sur l'espace de l'autre, sur ses rapports de pouvoir et de domination, qui me parlent, en tout cas aussi dans mes études, c'est des choses qui m'ont touché. Donc finalement, dans ce fil rouge, il y a ça. Et c'est pas forcément un rapport de domination où on va être dans la maltraitance, on va pas jusque-là, mais c'est des petites choses du quotidien qu'on voit chez la plupart des personnes, et quand ça devient chronique, quand ça s'installe, eh bien, au fur et à mesure, si on n'ose pas se positionner ou dire que ça ne va pas, eh ben, on va créer quelque chose, un peu de bancal, et au bout de 10 ans, 20 ans, et beaucoup moins s'il y a des enfants, à un moment donné, on ne se parle plus, ça ne marche plus, ou ça crise. Et
Et les films, en fait, c'est de raconter comment on peut, avant que ça crise, faire quelque chose ou saisir quelque chose, saisir un enjeu pour se retrouver. Est-ce que parmi les autres films que tu as réalisés, il y en a un qui est vraiment en rupture, qui n'a plus rien à voir avec justement tous ces questionnements? Ou celui-là, l'insolite, il n'est pas encore arrivé? Alors il y a un film qui est... Voilà, il y a un certain nombre de films. On reste quand même sur ce sujet. Après, c'est vrai que un des derniers films où on s'autorise d'avoir de la légèreté, des projets un petit peu fous, comme le dernier qui parle aussi d'un coach, mais qui organise un séminaire. Et avec Gilles, avec qui j'ai travaillé, voilà, on a voulu s'amuser aussi. Oui, donc rompre un peu. Oui. Voilà. Et se dire, voilà, on casse un peu les codes, on improvise. C'était aussi dans un format particulier d'un 48 heures. Et donc, voilà, on se donne des contraintes, mais c'est extrêmement ludique et plaisant. Alors avant de passer à la projection donc, de Praesentia, ou en tout cas de quelques extraits de Praesentia et des autres films, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée? Est-ce que pour faire des films, par exemple, Montpellier est un bel endroit ou pas trop? Et à cette question, qu'est-ce que tu répondrais? La lumière, le soleil. La lumière, le soleil, la plage. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tentation, cette image de Paris aussi pour les gens qui veulent aller aussi sur des longs métrages, évidemment. Mais je trouve qu'à Montpellier, il y a cette richesse de ces personnes qui travaillent autour du cinéma, ou de la fiction, ou des séries, ou des films institutionnels qu'on peut rencontrer. Et je trouve que les rencontres se font de manière plus fluide, plus rapide, plus dense, avec des projets qui se concrétisent plus facilement. On a la chance d'avoir des écoles de théâtre aussi, avec de très bons comédiens qui en sortent, qui ont des univers incroyables et qui sont disponibles pour partir sur des projets. Et une variété de paysages, avec la ville, avec l'arrière-pays, avec la mer, avec ses villages de pêcheurs. Donc oui, je répondrai oui à ma propre question. Est-ce qu'il y a dans tes projets, ou même actuellement, un film qui est en cours de tournage? Alors on finalise là la post-production, c'est-à-dire le mixage d'un film. Qui va s'appeler comment? Alors, qui va s'appeler, alors on avait un premier titre. Est-ce qu'on peut m'aider justement? Toujours dans l'univers des coachs, des influenceurs. Et donc voilà, on finalise ce film qui est quelque chose d'absurde, quelque chose un peu de fou, hein, voilà, où là on s'est dit on pousse un peu les curseurs, on s'amuse. Voilà. Et donc voilà, c'est ce projet qui est en train de se terminer. Alors, sans trop spoiler, ça se passe à Montpellier même ou un peu dans les environs? Alors ça se passe à Montpellier, sur la périphérie de Montpellier, un petit peu dans un huis clos, d'un lieu qui accueille un séminaire. Donc on a de beaux espaces, de belles salles, des espaces à l'extérieur qui amènent une multitude d'expériences assez stagiaires. Bon, on ne vous dira pas où, il faut voir le film. Et est-ce qu'il y a un autre projet que tu aimerais justement concrétiser pour les années à venir après ce film, ou pas encore? Pas encore. Il y a plusieurs idées. Et après, c'est trouver le moment, les personnes qui sont disponibles, présentes pour y aller. Alors, je vais te laisser aux manettes pour nous montrer justement quelques extraits de Praesentia et puis aussi peut-être d'autres films et commenter au fur et à mesure. Et après, on demandera au public ses réactions. Si parmi vous, il y a des questions quoi, aussi par rapport à cet entretien. Voilà. Merci. Et peut-être pour introduire la première séquence du film Praesentia, peut-être de dire deux mots pour avoir le contexte.
On est sur une courte séquence où Damien, que j'interprète aussi, va comprendre qu'il a besoin d'être plus présent dans son couple. Et il va le prendre au premier degré. Et pour lui, donc, d'être présent, c'est... il faut être à l'appart. Voilà. Sauf que sa compagne voulait lui dire peut-être autre chose. Vous voulez ma photo ou quoi? Maîtresse? Madame Bertrand? Oui. Vous étiez ma maîtresse de CP? En 95. 95. 95. C'était l'année de l'Égypte. Oui, on avait travaillé sur les pyramides. Oui. Oui. Alexandre! Quel emmerdeur vous étiez. Coucou maman. Ma petite perle. Ça va? Ça va et toi? Ça va, oui. T'as eu cours finalement ce matin? Bah ouais, c'est la prof de neurosciences qui l'a remplacée. Ok. Oh, c'était long aujourd'hui la journée. On a eu trop de cours là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah, toute la journée de la neurosciences. Ah, Tout ce que je déteste. c'est dommage. Et puis en plus, j'ai oublié de prendre ce que tu m'as fait à manger. Ah. Donc j'ai mangé à la cantine, c'était bien dégueu. Ah, j'ai croisé Jasmine dans les couloirs. Et sa mère, elle te passe le bonjour. Comment va Jasmine? Elle va bien, on a passé toute l'après-midi ensemble. Super. Ouais, super, ouais. Super. Et puis après, je suis partie en cours de psycho aussi. Et la prof, elle nous avait fait une expérience avec tous les étudiants. Elle nous a tous mis tout nus. Ah, c'est cool ça. Et puis on a tous fini sur France 3 en direct. Non mais en fait, tu m'écoutes pas du tout là. Vous écoutez Aborigène Radio. C'est parti. Salut, désolé. T'es beau.
Désolé, j'ai un peu fait la grasse mat ce matin, du coup... Enfin bon, de toute façon, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ouais, c'est difficile de te remettre à l'écriture. Non, ça va. Pardon, excusez-moi, mais vous êtes bien Julia Fernandez? Oui, c'est moi. C'est incroyable, je suis une fan absolue en fait. Votre premier livre, je pense que je l'ai lu 200 fois depuis que je l'ai acheté, donc... Ah oui, vous allez battre un record là. C'est clair. Et en fait, je me suis tellement identifiée au personnage et à ce qui lui arrive et cette incapacité à exprimer sa colère face au monde qui l'entoure et... Enfin voilà, c'était vraiment... Écoutez, tant mieux. Je suis content que ça vous ait plu, Ouais. en tout cas. Et du coup, vous avez une date pour votre prochain livre parce que commence un peu à s'impatienter. D'ici 2-3 mois, je pense. Ah oui, bah super, génial. Bon, bah, je serai la première dans les librairies du coup. Vous êtes adorable. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Peut-être qu'on se recroisera dans un salon du livre du coup. Bah, sait-on jamais. Ok, bon, au revoir. T'es sérieux? Ton prochain bouquin va sortir dans 2 mois alors que t'as toujours rien écrit? Ah, c'est une technique pour faire monter le désir chez le lecteur. Ah ouais. C'est ça que tu fais. N'empêche, regarde, ça fait 2 ans qu'il est sorti le bouquin et on m'en parle encore. Eh oui, et d'ailleurs, on risque pas de te parler d'autre chose vu que t'as rien écrit depuis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Décroche. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Ludo Love Coaching. Merde. Je suis très certainement en rendez-vous, alors laissez-moi un message et je vous rappelle aussitôt. Merci. Y'a quelqu'un? Damien, c'est toi? La connexion émotionnelle. Ça s'apprend, Damien. La connexion émotionnelle, ça passe d'abord par l'identification de l'émotion chez l'autre. Ça vient d'une étude canadienne, ça, de l'université de Lucas. Attends, tu vas encore m'embobiner avec tes théories. Là, tu vois, par exemple, je sens de l'agacement chez toi. Et même, je te dirais que je pense que t'es un peu trop centré sur toi. C'est toi qui le dis? Attends. T'es un peu trop centré sur ce que toi, tu ressens, sur ce que toi, tu fais. Mais la connexion émotionnelle, c'est de se demander, là, Marion, qu'est-ce qu'elle ressent? Hein? On va faire un exercice. Je fais Marion, si tu veux. Attends, ça va être encore une technique merdeuse comme le S-Contact? Mais non. Fais-moi confiance, juste essaie de me suivre, ok? Qu'est-ce que je ressens, là? Ben, je sais pas, tu t'es fait mal? T'as mal au ventre? Je recommence. La peur, j'ai peur là, Damien. Ok. Écoute, je te dis simplement que d'envoyer un SMS avec je t'aime au bout de 10 jours, ça ne rime à rien, voilà. En plus, il n'y a aucune garantie qu'ils le ressentent vraiment. Peut-être une manière de te faire mordre à l'hameçon. Non mais là, t'abuses, papa. Dans ce cas, on fait confiance à personne. On se barricade et dès qu'on voit le mot je t'aime, on se barre en courant. J'ai pas dit ça, je veux juste que tu te fasses pas mal. Tu comprends? Parfait. Tu seras pile à l'heure pour ton rendez-vous. Bon après-midi. Merci. Et papa? Je t'aime.